Plusieurs molécules actives sont présentes dans les aliments que nous consommons. Certaines sont meilleures pour la santé, c'est-à-dire qu'elles peuvent être considérées comme un remède contre le cancer. Nous allons étudier la génistéine, une molécule que nous retrouvons dans nos aliments, comme le trèfle rouge ou le soya. Nous allons analyser la molécule plus en détail, présenter les aliments où l'on retrouve cette molécule et expliquer le mécanisme d'action biologique. Le nom chimique de cette molécule, c'est 4,5,7 trihydroxyisoflavone, qu'on peut aussi appeler génistéol ou génistéine. Le nom commercial, c'est prunotol ou soforicol. Sa formule chimique, c'est C15H10O5 et on peut voir la structure de la génistéine sur la figure à droite. La date de sa découverte est en 1899 par l'extrait du genêt des teinturiers, donc la Genista tinctoria. Donc la grande majorité des compagnies s'approvisionnent en génistéine au moyen de l'extraction de la molécule à partir des plantes de soya. Malgré les complications liées à la plantation et à l'entretien des cultures de soya, l'extraction de la génistéine demeure une alternative qui est moins coûteuse que sa synthèse. Par contre, des études sur la molécule suggèrent que sa synthèse est possible grâce à l'utilisation de la méthode d'accouplement Suzuki-Miura. Donc, pour l'hybridation des atomes, l'hybridation sp2 qui est présente pour tous les atomes de carbone dans les cycles aromatiques et l'atome d'oxygène impliqué dans le lien double, donc le lien double CO. Et il y a aussi l'hybridation sp3 qui est présente pour tous les atomes d'oxygène, excepté l'oxygène qui fait la double liaison entre C et le O, là, dans le fond, qui lui est sp2. Pour les carbones asymétriques, donc, il n'y a aucun carbone asymétrique puisque sur tous ces carbones de la molécule, il n'y en a aucun qui peut faire 4 liaisons, donc 4 groupes différents sur ce carbone. Alors, tous les carbones ont une liaison double qui empêche les carbones d'être asymétriques. Ensuite, il n'y a aucune possibilité d'isomérie puisqu'on ne peut pas changer deux substituants dans les liaisons doubles avec les carbones. En effet, en échangeant les substituants pour créer de l'isomérie, le cycle sera brisé. Donc, c'est pourquoi l'isomérie n'est pas possible pour cette molécule. Pour les groupements fonctionnels, donc le groupement cétone, car il y a une liaison double entre l'oxygène et le carbone. Il y a le groupement des alcools, car il y a plusieurs endroits où il y a une liaison OH. Il y a l'éther, car il y a une liaison entre l'oxygène et le carbone. Donc, dans le fond, l'oxygène se trouve à être au centre entre deux carbones. Et il y a plusieurs liaisons d'alcène et d'alcane, car les différents cycles comportent des liaisons doubles et simples de carbone et d'hydrogène. Pour la polarité de la molécule, donc la molécule est assez polaire puisqu'elle comporte plusieurs groupes d'alcool, soit un groupe où la polarité est très élevée à cause des liaisons oxygène-hydrogène. De plus, l'éther et le groupe cétone ont aussi une polarité moyenne à élevée. Il y en a dans cette molécule, ce qui augmente le niveau de la polarité. Et il y a des liaisons d'alcane et d'alcène qui n'ont cependant pas une polarité qui est très élevée, mais les autres groupes fonctionnels font que la molécule, en général, a une polarité assez élevée. Pour la solubilité du composé, donc la molécule est partiellement soluble dans l'eau, puisque les groupements d'alcool ainsi que le groupement éther et de cétone ont une grande solubilité dans l'eau seulement si la chaîne carbonée est courte. Cependant, ce composé a une chaîne carbonée assez longue. La solubilité est donc beaucoup moins grande et en plus, il y a des alcanes et des alcènes, soit des groupements où il y a une très faible solubilité dans l'eau. Cette molécule aurait donc une plus grande solubilité dans des solvants organiques, puisque même si la génistéine comporte des groupements fonctionnels polaires, vu la longueur de la chaîne carbonée, la solubilité dans l'eau est assez faible. Les aliments contenant de la génistéine. Donc, les deux aliments qui contiennent le plus de génistéine et qui sont le plus étudiés sont le trèfle rouge et le soya. Pour le trèfle rouge, c'est plutôt utilisé en extrait. Donc, on extrait les isoflavones, puis c'est avec ça qu'on fait les études. Par contre, pour le soya, il y aurait des recommandations alimentaires sur comment on pourrait les ingérer seulement par l'alimentation. Donc, si on regarde le tableau de gauche, c'est possible de voir. Il y a différentes teneurs en isoflavones pour tout dépendant comment le soya a été traité. Par contre, le plus important à retenir pour nous, ce serait plutôt de savoir qu'environ 50 grammes de soya, peu importe la façon qui est ingéré, pourrait
avoir des effets bénéfiques selon les études qui ont été faites. L'origine du soya. Donc, le soya est originaire du centre et du nord de la Chine, puis ça s'est répandu partout en Asie pendant les conquêtes. Puis ça a été ramené en Amérique vers les années 1800, où maintenant il est cultivé aussi en Amérique du Nord. Il existe une croyance en Amérique du Nord que la consommation de soya pourrait faire diminuer la testostérone et augmenter l'estrogène chez les hommes. On pourrait voir comment ça pourrait avoir un impact, étant donné que la génistéine a une configuration 3D semblable à des composés estrogéniques qu'on peut voir sur la gauche. Par contre, il n'y a aucune étude, en fait, il y a plusieurs études qui ont prouvé qu'il n'y a eu aucun changement associé à la consommation de soya pour les hormones chez les hommes. Un des effets associés à la consommation du soya, plus précisément des isoflavones, est sur la réduction des lipides sanguins. Donc, en étudiant les populations asiatiques, des chercheurs ont remarqué que les taux de maladies cardiovasculaires puis des lipides sanguins étaient beaucoup plus faibles chez les Asiatiques, ce qui a porté à croire que peut-être un facteur au niveau de l'alimentation, dont le soya, pourrait être le responsable. Selon le American Heart Association, il est prudent de recommander une alimentation riche en soya et pauvre en gras saturés pour réduire le taux de lipides sanguins et donc de diminuer le taux de maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un cancer? Une définition générale serait qu'un cancer est une mutation pro-oncologique qui engendre une multiplication de cellules défectueuses qui sont incapables d'être inhibées par contact ni de faire de l'apoptose, ce qui résulte en une tumeur. Quand une cellule eucaryote saine entre en contact avec une autre, il y a un phénomène nommé inhibition par contact qui lui signale d'arrêter de se diviser. Une cellule cancéreuse, quant à elle, ne sera pas capable d'interpréter ce phénomène et continuera sa division proliférique. Ce qui cause cette perturbation au sein de la cellule est une mutation qui peut être causée par des facteurs externes comme les rayons UV ou la radioactivité, aussi bien qu'une transcription génétique défectueuse. Le corps humain possède généralement des mécanismes de défense qui servent à la détection de cellules défectueuses. Le mécanisme le plus efficace est l'apoptose, où le corps envoie des signaux chimiques à la cellule vieillissante, l'incitant à s'auto-détruire avant que la transcription au cœur de celle-ci commence à se faire d'une mauvaise façon. Néanmoins, certaines cellules peuvent se dérober au système d'autorégulation du corps et se multiplier. Ces cellules se déplacent alors dans le système sanguin et lymphatique afin d'atteindre plusieurs endroits du corps, ce qui s'appelle le phénomène du métastase. Une des façons dont le soya peut être efficace pour traiter et ou prévenir le cancer, c'est par l'inhibition d'une enzyme qui s'appelle la protéine tyrosine kinase, qui affecte beaucoup le gène de facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, ce qui permet aux cellules cancéreuses de créer des vaisseaux sanguins et donc d'alimenter en énergie puis en nutriments les cellules cancéreuses. Le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Donc, ce facteur de croissance-là permet la vascularisation des cellules du corps humain, mais aussi des cellules cancéreuses. Donc, une tumeur qui est capable de créer beaucoup de vascularisation, c'est-à-dire amener beaucoup de nutriments jusqu'aux cellules cancéreuses, va être capable de grandir beaucoup plus rapidement. Donc, voilà pourquoi c'est possible d'inhiber le plus possible ce facteur de croissance-là pour contrer les cellules cancéreuses. Si on regarde l'image sur la gauche, on peut voir deux tumeurs, une qui est puis une beaucoup plus grosse. Celle qui est vraiment beaucoup plus grosse, on peut voir le système de vaisseau sanguin qui est attaché et donc qui lui permet de grandir beaucoup plus facilement. La génistéine est aussi inhibitrice de l'enzyme topoisomérase 2. Cette enzyme-là est essentielle lors de la réplication de l'ADN dans la division cellulaire. Donc, en créant des dommages à l'ADN, ce que les chercheurs essaient de faire, c'est d'entraîner l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, comme on en a parlé un peu plus tôt. La génistéine et les isoflavones affectent le corps humain et le cancer par beaucoup d'autres mécanismes, mais les deux les plus étudiés sont l'inhibition de l'enzyme topoisomérase 2 et l'inhibition de la protéine tyrosine kinase. Au niveau des effets secondaires, pour les femmes ayant déjà eu un cancer du sein ou souffrant d'un cancer du sein, il est à éviter de consommer des hautes doses de suppléments alimentaires d'isoflavones. Par contre, d'intégrer le soya à son alimentation n'a pas d'effet secondaire en tant que tel. Il peut y avoir de l'indigestion si on n'est pas habitué aux légumineuses.
Et aussi se rappeler que le soya est un allergène à déclaration obligatoire. En conclusion, la consommation d'aliments qui contiennent de la génistéine, comme le trèfle rouge et le soya, peut engendrer des effets bénéfiques sur la santé concernant la prévention de l'apparition de cellules cancéreuses. Cela s'explique par le fait que la génistéine fait de l'inhibition enzymatique de la protéine tyrosine kinase et de la topoisomérase 2, ce qui empêche les cellules cancéreuses de se procurer les nutriments nécessaires à leur développement et à leur prolifération. Ainsi, un simple changement au régime alimentaire quotidien peut aider à prévenir un phénomène médical dont d'innombrables personnes souffrent chaque année partout sur la planète.